Merci d'abord aux organisatrices de cet après-midi de m'avoir donné l'opportunité d'essayer de tracer avec vous finalement l'intérêt de croiser les méthodes et les concepts de sciences humaines et sociales et de l'épidémiologie. Alors, on va balayer des choses extrêmement larges ensemble. Mais déjà, je voulais repartir des fondamentaux. Et en fait, quand on discute depuis quelques mois maintenant autour de l'épidémiologie et des sciences humaines et sociales, finalement, on entend largement évoquer ces disciplines, mais sans forcément avoir une vision extrêmement claire de ce que cela peut recouvrir. Et en fait, c'est bien normal parce que les évolutions sont importantes aussi bien dans le champ de l'épidémiologie et des sciences humaines et sociales. Et il y a d'ailleurs un papier récent qui met en évidence justement l'évolution de ces définitions. Alors quand on regarde la définition classique, j'ai repris celle du Petit-Larousse, donc rien de très original, on voit que reviennent les termes de population, de fréquence, de répartition, de distribution finalement des problèmes de santé dans le temps et dans l'espace. Et c'est vraiment le fondement de l'épidémiologie. Et là où ça se complique, c'est quand on commence à regarder la fin de la définition, le rôle des facteurs qui les déterminent. Et c'est tout l'enjeu et toute la complexité. Et en fait, les techniques utilisées en épidémiologie vont d'épidémiologie descriptive à des techniques plus comparatives qui peuvent devenir extrêmement complexes. Et finalement, quand on regarde l'utilisation actuelle de l'épidémiologie, alors on a bien évidemment ce que vous connaissez probablement le mieux, la recherche clinique qui s'appuie sur les concepts de l'épidémiologie et notamment de la causalité, des critères de causalité, l'épidémiologie clinique, l'épidémiologie génétique qui s'est individualisée avec ses concepts propres, l'épidémiologie des populations qui là sort du système hospitalier et de soins, l'épidémiologie sociale qui se développe avec finalement la reconnaissance des inégalités sociales de santé, l'épidémiologie environnementale qui utilise ses concepts propres, et puis on parle maintenant d'épidémiologie moléculaire pour étendre aussi à l'épigénétique, aux biomarqueurs, l'application de l'épidémiologie, et maintenant on a également aussi le concept de digital epidemiology qui commence à émerger avec les big data. Alors, si on s'intéresse aux sciences humaines et sociales, le champ est encore plus large. Alors, j'ai essayé de trouver finalement une définition et une classification, et en fait, je suis tombée sur de multiples classifications. Je vous en propose une ici, et vous voyez qu'en fait, les sciences humaines et sociales permettent d'aborder des champs extrêmement divers, des marchés et organisations, des organisations sociales, des aspects géographiques, environnementaux, mais aussi des aspects simplement de fonctionnement du langage, des sciences je vais y arriver, de l'éducation, et enfin également d'autres compétences et disciplines qui sont peut-être moins directement mobilisées, en tout cas dans les sciences médicales. Alors finalement, toutes ces sciences, comment peuvent-elles éclairer la pratique médicale dans ces différents temps ? Alors c'est vrai que l'exercice a changé. On est passé d'une époque où on était dans une conception peut-être plus paternaliste, vraiment centrée sur le colloque singulier entre le patient et son médecin, pour passer finalement à des enjeux je vais dire comme ça, de digestion de la masse de connaissances qui apparaissent chaque mois. On a maintenant une production scientifique qui devient extrêmement importante, qu'il est nécessaire de prendre en compte dans la pratique médicale, mais qui nécessite vraiment des filtres pour permettre de pouvoir les prendre en compte réellement. On a des innovations qui apparaissent tous les jours à toutes les étapes de la prise en charge médicale. Et puis les attentes des patients ont changé, vous le savez tous,
et l'implication des proches aidants est maintenant tout à fait reconnue, ce qui implique des notions d'information partagée, de décision partagée, on y reviendra, de support global, pour permettre finalement d'être maintenant dans une perspective de médecine à la fois prédictive, préventive, personnalisée, participative. Déjà pas mal de défis. Et se rajoutent maintenant les notions de médecine 6P pour arriver à rajouter la notion de pertinence d'utilisation de données basées sur les preuves et pluriprofessionnelle. Donc un enjeu finalement de complexification et de massification d'informations qu'il faut pouvoir utiliser. Et finalement, les sciences humaines et sociales et l'épidémiologie sont des éléments qu'on utilise dans la démarche médicale à peu près tous les jours, ou en tout cas, on s'appuie dessus pour mieux comprendre cet exercice médical. Alors, je ne vous apprends rien, hein, le process de diagnostic, de la démarche médicale de diagnostic, elle repose sur un concept de processus complexe, inductif, probabiliste, qui va s'appuyer à la fois sur l'intégration de données à la fois d'observation clinique directe auprès du patient, d'observation paraclinique, mais aussi des données disponibles de la littérature, concernant la fréquence des pathologies, sur la performance aussi des outils diagnostiques qu'on peut mobiliser. Et à chaque finalement bilan diagnostique, au-delà de la standardisation très, très naturelle qui s'est mis en place au cours du temps, finalement il y a des ajustements, une personnalisation qui dépendent de l'acceptabilité de certains examens par les patients, mais aussi une perception de la balance bénéfice-risque à la fois tenant compte finalement de la perception du médecin lui-même et également de sa perception, de la perception du patient. Et vont jouer des phénomènes d'aversion au risque et de gestion d'incertitude dans ces décisions. Et là, je vous ai mis les résultats de 2 articles. Un premier qui met en évidence le fait que si on regarde finalement les probabilités pré-test et post-test dans le cadre de maladies fréquentes que l'on voit dans sa spécialité tous les jours et d'outils diagnostiques là aussi tout à fait standardisés, finalement on surestime la probabilité pré-test et la probabilité post-test. Donc finalement on a un biais cognitif de ce point de vue-là. Et puis on a réellement une prise en compte de sa propre perception du risque, mais également de ce que peut ressentir le patient en termes d'anxiété en particulier. Donc, grâce aux outils finalement à la fois des sciences cognitives, mais aussi de la psychologie, finalement on comprend comment marche ce processus complexe, on peut en identifier un certain nombre de biais et comprendre finalement les leviers d'individualisation des pratiques et à quel moment se jouent les enjeux. Pour ce qui concerne toujours le diagnostic, un élément de pratique quotidienne, c'est bien sûr l'annonce de cette mauvaise nouvelle qu'est le diagnostic du cancer. C'est très standardisé, des recommandations apparaissent. Et finalement, toutes ces recommandations viennent non seulement d'une demande de la part des associations de patients, d'une prise de conscience de la communauté médicale, mais aussi de travaux, là aussi en neurosciences, qui ont pu permettre de mettre en évidence, y compris sur le plan le plus fin du fonctionnement neuronal, finalement comment se joue une mauvaise nouvelle et finalement quelle implication en termes de sidération, de limitation du raisonnement. Ces implications sont donc extrêmement larges. Donc pour essayer de contrer ces éléments, il a été convenu qu'avoir une annonce en plusieurs temps avec différents professionnels et avec l'organisation d'un support adapté étaient vraiment des éléments indispensables pour permettre
de fournir un support correct pour cette annonce de diagnostic et finalement arriver à limiter aussi bien les conséquences négatives pour les patients que pour les médecins, puisque c'est un moment toujours extrêmement difficile à passer. Des différentes études ont essayé d'apporter leur pierre sur ce processus finalement maintenant bien standardisé et finalement mettent en évidence des leviers supplémentaires pour mieux accompagner les patients, notamment avec l'importance d'un travail coordonné en équipe pour permettre d'avoir un discours unique qui permettent aux patients de non seulement saisir les informations, de s'en saisir, de les intégrer et de pouvoir travailler finalement avec l'équipe soignante à une amélioration de l'état de santé. Pour ce qui concerne la décision thérapeutique, là aussi, au cœur de la démarche médicale, clairement, vous avez tous l'habitude de fonctionner sur des choix thérapeutiques qui vont s'appuyer sur les preuves, sur l'evidence-based medicine qu'on a appris à utiliser maintenant depuis plusieurs années. Donc, les recommandations qu'on va appliquer reposent, comme vous le savez, sur à la fois des données provenant d'essais thérapeutiques, de méta-analyses, et c'est vraiment la balance entre le bénéfice et le risque qui va être au cœur de la décision. Bien sûr, apparaissent aussi des éléments d'efficience, d'évaluation médico-économique, mais ce sont des choses peut-être un tout petit peu plus secondaires dans la décision individuelle. Bien sûr, l'accès à l'innovation, discuté en RCP, pour notamment des patients à des stades avancés, est un élément aussi courant dans la pratique médicale. Mais peut-être le défi d'aujourd'hui, c'est d'arriver à une décision partagée, alors qui va s'appuyer sur des outils, des informations que l'on va pouvoir délivrer auprès du patient, de ses proches également, avec toujours cette volonté d'arriver à faire la balance entre les risques et les bénéfices compte tenu du patient que l'on a en face avec son environnement propre. Les temps d'échange, de réflexion, vous connaissez tous. Des essais de développement de processus formalisés ont vu le jour sous la forme de Shared Decision Making Process. Et finalement, l'analyse de ces processus, des essais d'intervention qui ont été faits autour de ces processus, ont mis en évidence des freins qui vont vous paraître probablement évidents, notamment et qu'on a tous éprouvé ces derniers mois, c'est l'appréhension de l'incertitude, l'asymétrie d'information, comment arriver à combler ce gap de façon efficace, de façon à permettre aux patients vraiment de participer à la décision. Et puis, pour le patient, au-delà de cette notion d'incertitude sur son devenir propre, énormément d'informations lui sont communiquées dans un temps finalement court, et c'est une vraie difficulté, un élément que vous connaissez bien, et dans une situation de vulnérabilité où on a du mal à intégrer les informations qui sont communiquées. Alors pour arriver à une décision thérapeutique partagée, finalement, les différentes études qui existent sur le sujet mettent en avant déjà un levier important. C'est tout simplement une invitation explicite du médecin vers le patient afin que celui-ci prenne sa part dans la décision. L'utilisation de différentes stratégies de communication, c'est quelque chose que vous faites au quotidien, de la même façon que la prise en compte des préférences des patients et de leur système de valeurs. Et en fait, faire s'exprimer les patients sur ces éléments-là est quelque chose qui est attendu et qui est un levier assez essentiel pour arriver à une vraie décision partagée. Dans la décision thérapeutique, il faut bien se rendre compte que finalement les éléments de choix, les préférences qui sont envisagées par les médecins ne sont pas forcément celles, ne sont pas seulement ceux des patients.
Par exemple, une étude qui a été menée par Catherine Lejeune il y a quelques années montrait une vraie divergence avec, bien sûr, un impact de la qualité relationnelle avec son médecin qui propose un certain nombre d'alternatives thérapeutiques. Mais ce qui venait en avant, c'était non pas la survie, mais bien les effets secondaires qui avaient plus de poids finalement dans la décision du patient que la survie même. Et puis l'attraction de l'innovation, alors peut jouer sur être un répulsif pour certains patients, mais au contraire être valorisé par d'autres. Donc cette connaissance, alors il existe bien d'autres études sur ces aspects-là, mais c'est vraiment quelque chose qui participe aussi à arriver à une décision partagée. La reconnaissance du regard de l'autre est importante. En termes de perception, toujours, la perception de la recherche, on sait la promotion de l'intégration des patients dans des essais thérapeutiques, mais l'acceptation dépend profondément de la perception de la recherche, à la fois par le médecin et par le patient également, et des processus de randomisation. Et on s'aperçoit qu'en fait, on ne propose pas un essai thérapeutique à n'importe qui. On le sait, l'âge joue, bien évidemment, ainsi que le niveau socio-économique ou la distance par rapport au centre de référence. Et la participation à une expérimentation, c'est une décision complexe pour un patient. Et on voit qu'au-delà des éléments qu'on attend finalement en termes de frein, une information insuffisante, c'est vraiment un élément clé de l'acceptation. Mais la pression de l'entourage social et donc la perception par la société de la recherche et du principe de randomisation sont aussi des éléments importants. Bien sûr, le sentiment de confiance, vous l'expérimentez tous les jours, est quelque chose qui est fondamental dans l'acceptation de participer à une expérimentation, mais aussi la propension de la personne à avoir une attitude altruiste où la perception et la compréhension, on revient à cette notion d'information, des bénéfices potentiels. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, médecins, patients sont souvent un petit peu tout seuls dans ce processus décisionnel de l'expérimentation et que probablement des interventions devraient être mises en place pour apporter un support, notamment à la décision du patient. Alors, des pistes pour une décision partagée, il en existe de nombreuses. J'ai illustré finalement mon propos avec cet exemple qui reprend un petit peu les éléments dont on a parlé. Mais finalement, c'est très bien une décision partagée, mais pour quel bénéfice? Et en fait, on commence à voir des résultats, y compris sur le plan clinique, qui sont mis en évidence, et des travaux qui essayent aussi d'aller un tout petit peu plus loin que les outcomes cliniques auxquels on peut penser immédiatement et vont aller aussi vers des enjeux plus sociétaux. Alors l'une des problématiques un peu récurrentes, je suis médecin de santé publique et j'y reviendrai probablement encore dans mon topo, c'est la diffusion de ce type de processus qui est bien sûr porté dans des centres de référence, mais quid de sa diffusion aussi dans des centres qui sont plus de proximité. C'est un des enjeux pour l'avenir. En termes de suivi, on continue le cheminement de la pratique médicale. Un des éléments importants, et bien sûr, notamment avec les traitements en péros, est la compliance des patients. Alors c'est certain que c'est une avancée, ces traitements péros, mais finalement, quelle est leur représentation? Quelle est la représentation des patients? Est-ce que ça a exactement la même symbolique que les chimiothérapies administrées à l'hôpital? En fait, il y a relativement peu d'études sur ces éléments-là. Quel impact sur la compliance? Et finalement, quels sont les leviers, puisque dans un aspect pratico-pratique, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'adhérence et limiter les effets secondaires? Alors là encore, quand on regarde un petit peu la littérature, il y a des divergences entre la perception des leviers potentiels entre les patients et les médecins. Et finalement, l'importance de l'état émotionnel, la motivation, et donc quelque part l'éducation thérapeutique qui peut être derrière, sont mises en avant davantage par les patients que par les médecins. Après, les leviers peuvent être à de multiples niveaux, y compris en termes d'assurance sociale, d'organisation du système de soins,
notamment avec l'implication plus importante des pharmaciens de ville notamment. Et donc, on peut avoir des leviers à chacun des niveaux d'organisation du système de soins. Un élément qui est souvent discuté, ou en tout cas dans notre équipe, à un moment donné, on a eu des vifs débats sur l'utilisation de la qualité de vie, en disant, ben voilà, maintenant c'est absolument incontournable dans les essais thérapeutiques, mais en fait, il y a plein de données manquantes, on ne peut rien en faire. Et quand on regarde la littérature, finalement, il y a quand même des expérimentations qui ont montré que non seulement ça pouvait avoir un intérêt en termes de repérage, d'identification des effets secondaires, mais ça pouvait aussi aller plus loin. Et au-delà des études de faisabilité, on voit vraiment que cela peut avoir aussi un impact sur les outcomes cliniques classiques que vous connaissez bien. Donc, ça vaut le coup de se poser la question, et finalement, qu'est-ce que je peux en faire, moi, dans ma pratique ? Et finalement, on s'aperçoit que les études de faisabilité qui sont faites, notamment en France, montrent que certes, tout le monde est de bonne volonté, les patients sont prêts à remplir des questionnaires, ça, c'est pas trop un souci. Mais pour pouvoir vraiment avoir une efficacité, il faut qu'ils puissent être utilisés par les praticiens, il faut qu'ils aient le temps suffisant et les outils qui leur permettent de les utiliser, et en passant par un tout petit peu plus de temps, probablement, avec les patients. En termes de suivi, la prise en charge globale qui s'impose en cancérologie s'appuie non seulement sur des molécules classiques de chimiothérapie ou de traitement ciblé, mais elle s'appuie aussi sur des soins de support. Voilà. Les plans cancer successifs ont permis ce développement. Donc les supports sont en place, il y a une offre qui est présente, mais on s'aperçoit que ce n'est pas parce qu'une offre de soins est présente que les patients vont l'utiliser. Alors, ces offres de soins, ces soins de support, il y a une littérature abondante pour dire qu'ils sont vraiment extrêmement importants pour le bénéfice des patients. Mais en fait, ça ne peut être efficace que si c'est utilisé. Et là, de nombreux leviers et barrières existent. Alors, j'en évoque simplement deux. D'abord, l'inégalité d'accès à ces soins de support. Quand on est dans une zone de désert médical, c'est moins facile d'accéder à ces soins de support. Et puis, le rôle des proches aidants dans la motivation à participer à des groupes de parole, à des activités physiques, est aussi quelque chose d'essentiel. Du coup, ça me donne l'occasion de faire un petit focus sur ces proches aidants qui participent à toutes les étapes finalement de la prise en charge, qui vont contribuer à la gestion des symptômes, des traitements, l'organisation et souvent la délégation des tâches domestiques, mais aussi intervenir sur des aspects de soutien émotionnel ou pour le maintien des relations sociales. Donc un rôle majeur et finalement qui nécessite des compétences qu'elles soient internes ou avec un support externe. Et en fait, il y a une très riche littérature sur la façon de supporter aussi les aidants, puisque ceux-ci sont directement impactés dans leur santé mentale, physique, par l'accompagnement de leurs proches. Donc, des outils existent, mais en fait, on s'aperçoit qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, et on commence à voir des interventions qui cherchent à appréhender à la fois leur impact sur à la fois les patients eux-mêmes et leurs aidants de façon conjointe. Le suivi à plus long terme, là aussi un enjeu. Alors peut-être qu'il est un peu moins ciblé par la pratique d'un oncologue, mais il se trouve que quand on regarde la littérature, sans aller chercher très loin, l'étude Vican, eh bien, on s'aperçoit que le retentissement est majeur, même à long terme. On a encore des séquelles à la fois physiques, mentales, mais aussi sociales, avec une récupération en termes de travail qui est encore tout à fait perfectible.
mais ça reste un angle un petit peu mort de l'activité. Le support clinique est moins présent, les patients se sentent abandonnés pour certains, et s'il y a des mécanismes de résilience qui fonctionnent très bien pour la plupart des patients, il n'empêche qu'on a des sous-groupes de patients pour lesquels réellement la détresse est présente et s'inscrit dans le temps et est à prendre en compte. Par ailleurs, les travaux sur les mécanismes de guérison montrent que finalement, il reste, même quand on s'éloigne du diagnostic, une surmortalité qui persiste et donc qui montre bien qu'on ne revient pas tout à fait, même si on est guéri de son cancer, on ne revient pas tout à fait à l'état d'avant le cancer. Alors, vous connaissez tous le principe du droit à l'oubli. Mon propos, finalement, va un peu à l'encontre de cet élément-là, même si on peut parler de guérison du cancer, mais il n'empêche qu'il reste une mortalité liée à l'ensemble des conséquences à la fois des traitements et éventuellement aussi des séquelles psychologiques du cancer. On peut se poser des questions sur, finalement, sur le long terme, une patiente qui est guérie de son cancer du sein. Finalement, comment ça s'inscrit dans son identité? Se sent-elle finalement libérée de ce fardeau ou pas? Quelles sont finalement les interactions à la suite d'une guérison d'un cancer? Comment ça s'inscrit dans les relations entre un patient et son proche aidant? Finalement, on n'en sait pas grand-chose. Et ce qui vous intéresse le plus, quelles implications pour la relation médecin-patient, pour la prise en charge? Mais en fait, tout est encore un petit peu à construire. Alors, des efforts ont été faits, notamment pour les jeunes patients qui ont eu un cancer dans l'enfance, pour essayer de les accompagner dans cette transition de l'état de patient à l'état d'adulte en bonne santé. Mais il reste encore énormément de choses à faire. Et pour le dépistage, alors je ne pouvais pas, en tant que médecin de santé publique, ne pas parler de dépistage. Alors, vous savez tous, et certains plus que d'autres dans cette salle, connaissent les essais d'intervention qui ont promu la faisabilité, montré l'efficacité et l'efficience du dépistage pour des cancers de différentes localisations. Mais le point majeur, comme vous le savez tous, c'est le taux de participation. Et là, les sciences humaines et sociales sont des éléments clés pour essayer de comprendre la façon d'optimiser ce taux de participation. Alors, des éléments habituels de niveau d'éducation, d'éléments des structures de santé que vous pouvez tous identifier sont mis en évidence par de nombreuses publications. Mais la perception, l'aversion au risque des patients, de la population dans son ensemble, donc de la reconnaissance du risque de cancer, du fait qu'il peut arriver jeune chez une personne apparemment en bonne santé. La perception même de la santé, de ce qu'elle est en termes de capital et d'éléments dont il faut se préoccuper. Et puis la capacité aussi à intégrer les informations qui sont données. Il y a de nombreuses campagnes qui sont faites pour promouvoir le dépistage, mais finalement sans capacité de s'approprier les informations disponibles, c'est toujours un tout petit peu plus difficile. Et ces différents éléments, ces différents constats conduisent finalement à proposer de nouvelles interventions qui s'appuient sur ces différents points pour essayer d'améliorer le taux de participation et donc l'efficacité et l'efficience, grandeur nature des dépistages. Alors finalement, si je reprends un petit peu tout ce que j'ai pu utiliser comme illustration, je crois que j'ai à peu près balayé tous les champs de l'épidémiologie, mais aussi l'économie, le management, les sciences politiques, la sociologie, l'anthropologie, les sciences de l'information et de la communication, la géographie sociale, les sciences cognitives,
la psychologie, les sciences de l'éducation, les activités physiques et la philosophie. Donc il ne manque pas grand-chose. Et vous voyez que finalement, on utilise largement les sciences humaines et sociales pour éclairer la pratique médicale et promouvoir son amélioration. En termes d'outils, de méthodes, à tous les moments, sur toutes les diapos, on avait à la fois des approches quantitatives, expérimentales, observationnelles, mais aussi des simulations, des projections, comme on peut le faire maintenant à partir des données massives dont on dispose, mais aussi des approches qualitatives, beaucoup plus proches de l'individu, plus compréhensives, soit par entretien, soit par focus group, par observation également de la relation médecin-patient et l'analyse de cas. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à appréhender les différents points de vue. Vous avez vu qu'ils divergeaient entre les patients, les praticiens, les proches aidants. Et en conclusion, finalement, la pratique médicale s'inscrit complètement dans l'utilisation, dans les résultats, on utilise largement les résultats des recherches qui sont faites en sciences humaines et sociales et en épidémiologie. Et ça représente clairement des outils pour explorer les enjeux que je n'ai pas abordés, l'évaluation de l'intelligence artificielle, par exemple, pour la pratique, ou encore les conditions d'implantation de la génétique en routine et son utilisation en cancérologie. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.